Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir chez Caribe. On est très content d'accueillir pour la deuxième fois Emmanuel Ruben pour des livres différents. Alors, moi en fait j'avais raté la première fois, c'est un peu un paradoxe de libraire, mais comme on fait quand même pas mal d'événements chez Caribe, on n'arrive pas à être présent à tous les événements, nous-mêmes parmi les 5 associés. Et donc du coup c'est après en écoutant la bande son en fait que je me suis fustigé intérieurement en me disant mais comment j'ai pu rater un truc pareil, c'était absolument génial. Parce qu'on parlait donc d'un livre assez étonnant, enfin, qui est Kadish pour un orphelin célèbre et un marin connu. Et c'est un livre qui est vraiment bouleversant. Enfin, j'ai découvert ça. Enfin, bon, en plus, il y avait une lecture assez exceptionnelle, enfin, à plusieurs voix. Et donc, je me suis dit bon, là, non seulement la deuxième fois, il ne faut pas que je le rate, mais en plus, je vais faire en sorte de vous assurer qu'on peut inviter Emmanuel, enfin, pour parler donc de la ligne des glaces au départ. Et puis on a eu la superbe surprise d'avoir en plus Alice Color qui est arrivé entre-temps alors qu'on avait déjà parlé de cette soirée. Donc je voulais juste dire un petit mot en fait parce que bon, peut-être que tout le monde connaît le Kadish ici, puis on en a déjà parlé derrière, mais je sais que tout le monde n'était pas là, donc je voulais en dire un petit mot parce que c'est une quête personnelle sur les traces d'un grand-père juif pied noir qui s'est suicidé, qui est à la fois une adresse intime et un parcours très intense de l'histoire franco-algérienne. Donc c'est un texte qui réussit la prouesse, qui est assez rare, je trouve, de maintenir la lectrice ou le lecteur tout au long des 120 pages, en un subtil déséquilibre, en fait, tout le long entre ce qu'il faut arracher au réel. Donc il y a des photos résiduelles qui provoquent des images, des témoignages qui sont assez sibyllins ou ésotériques, mais qu'il faut mettre bout à bout. Et puis l'imagination orientée de l'écrivain, en fait, qui à partir de ça, lui construit une résonance qui s'établit progressivement vis-à-vis de moments clés de l'histoire, mais aussi de la correspondance entre Albert Camus et René Char. Et il y a une sorte de beauté survivaliste qui apparaît peu à peu, et qui contourne vraiment avec une nuance élégance la tentation de la pseudo-biographie ou de la pure autofiction. Donc c'est vraiment un texte extrêmement habile, rusé et en même temps extrêmement poétique. Donc voilà, moi j'ai adoré ce texte et je m'en veux de l'avoir découvert aussi tard, mais bon. Donc s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas découvert, je vous encourage à le faire de toute urgence avant la fin de cette soirée. Donc ensuite on quitte l'Algérie et on va se diriger vers des lieux qui sont nettement moins chauds. Puisque donc la ligne des glaces, c'est autour du dépaysement et du voyage intérieur. Moi, en quête de lignes de frontières et de ce que ça veut dire, les lignes de frontières aujourd'hui. Donc le narrateur est un volontaire international des affaires étrangères qui, après des séjours aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Turquie, est affecté, plus ou moins à sa demande, dans un petit pays balte qui est pas spécifié, mais que pas mal d'indices permettent de dire que c'est un gros morceau de Lettonie avec des éléments qui semblent provenir de l'Estonie et de la Lituanie également, pour faire un peu le pays balte des pays baltes, et qui a un nom un peu particulier, on y reviendra tout à l'heure. Et alors, ce narrateur flotte autour d'une mission qui est quand même à la fois curieuse et très banale. Il doit documenter le tracé d'une frontière maritime dans le golfe de Finlande, frontière qui pourrait devenir stratégique, parce que le petit pays balte est devenu un avant-poste de l'Union européenne désormais. C'est plus voilà, un petit pays lambda, c'est la frontière de l'Europe. Donc face à la grande puissance voisine, qui est la Russie, donc cet expatrié là, qui traîne dans cette capitale avec sa mission un peu bizarre, il prend par moments des allures un peu de Aldo quand il traîne à Maremma dans le rivage des Sierres, je trouve, avec ce côté « qu'est-ce que je fais là exactement ?» J'ai une mission qui est potentiellement stratégique, mais est-ce que c'est pas une vaste blague? Enfin, avec toutes les interrogations qui peuvent porter. Donc il va goûter à la fois au tourisme d'expatriés, qui est quand même une chose assez particulière, puisqu'il y a le mélange de passages obligés, enfin, ce que tout touriste, même s'il était là que pour une semaine, ferait, parce qu'il faut quand même voir ces choses-là, et puis de quête, justement, puisqu'on est là pour longtemps, de voir des choses que le commun des passants, en fait, ne peut pas. Donc d'aller beaucoup plus en profondeur dans l'essence du pays ou de la ville, tout en étant malgré tout de passage et étranger. Et donc il noue des relations amicales ou vaguement amoureuses avec quelques autochtones, ou même très amoureuses, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis vaguement, c'est un type de langage, qui sont eux-mêmes déchirés entre leur ennui assez provincial, puisque la capitale
elle est sans doute quelque part entre les 400 000 habitants de Tallinn et les 700 000 de Riga, quoi. Donc c'est une grande ville, mais c'est pas non plus une métropole internationale. Donc il y a cette part d'ennui, puis il y a des parts d'espoir un peu justement mondiaux et mondialisés, parce que les habitants touchent du doigt cette jet set sans frontières qui se déplace, qui va de station en exposition, en lieu à la mode. Et puis il y a une présence, et ça on y reviendra, en permanence d'une histoire dont on parle au départ très peu, qui est pourtant là, dessous, chaotique, parfois un peu sordide. Et puis la présence qui est lancinante de la haute latitude, de l'hiver, qui est déjà de l'hiver nordique, et de la glace qui s'empare des eaux douces comme des eaux salées, et qui produit des effets sur le narrateur au fur et à mesure que la narration avance, faussement sous forme d'anecdotes. Donc il y a une dérive hivernale en fait d'une quête de sens insatisfaite qui est paisible, mais qui est un peu vaine, et ça nous donne un questionnement très poétique, très passionnant sur l'histoire. Bon, c'est quand même un pays où le souvenir du Reichskommissariat d'Ostland n'est pas si enfoui que ça, et où le sort actuel des minorités ethniques ou linguistiques donne matière à une enquête qui devient vite assez désolante, mais qui est assez essentielle, et donc de questionner aussi la notion même de frontière, celle d'identité, à un moment où ces questions prennent de plus en plus de place en fait dans les discours européens, et le fait d'être passé comme ça à la marge, à la frontière de l'Europe pour le repérer, évidemment fait un détour bien particulier. Et comme le disait joliment Claro, qui de plus est là ce soir, mais c'était pas prévu, ça nous donne une bien particulière saison en enfer, cette ligne des glaces. Voilà, et je pense que Marianne pourrait aussi avoir une tonalité. Le héros, qui s'appelle Samuel Vidoul, fait donc cette quête géographique qui s'enlise. Et puis de cette quête infructueuse et de l'exploration du pays, la visite, on voit surgir des fragments d'une histoire très sombre, comme des avertissements qui restent mystérieux, des chiffres bleus tatoués sur un poignet qui sont entrevus à un moment, l'exploration de l'ancien ghetto, et toutes ces résurgences comme des signes, elles semblent avertir d'une catastrophe possible. Donc il y a la période de l'hiver, du gel, et puis après donc cette période blanche où tout se fige, et puis après la période du dégel qui est comme une débâcle. Et on a l'impression que cette débâcle, les coulées de boue extérieures, c'est le reflet d'une débâcle intérieure. Et tandis que ses amis s'amusent, lui il se heurte à la difficulté, le narrateur, donc Samuel Vidoul se heurte à la difficulté d'écrire, de comprendre vraiment ce qu'il voit, ce dont il est le témoin. Il est renvoyé à ses propres chimères, à moins que ça soit une protection pour se protéger contre trop de lucidité. Donc c'est un récit qui est très énigmatique, entre rêve et cauchemar, comme si ces confins de l'Europe, où il y a une plaque de glace qui semble trop mince, menaçait à nouveau de se rompre et de nous précipiter à nouveau dans le chaos. Donc je vais lire des extraits de La ligne des glaces. Alors comme on va lire aussi des extraits de Ace Color, peut-être pas trop, non. Donc là je vais vous lire un extrait qui s'intitule Mesure de l'Europe. Déçu de ne pas avoir croisé la moindre princesse sur tout l'archipel, Lothar a pris la route du retour. Des amis suisses l'attendent pour fêter Noël. Il me dépose dans le port de Z, d'où je me suis embarqué pour T. Aux alentours de minuit, le ferry quasi vide, Noël a fait place nette, appareil. Durant les 4 ou 5 heures que compte la traversée, j'erre malgré le roulis dans les couloirs tapissés de velours bleu marine et décorés de motifs marins. En revenant du bar, que je trouve fermé, je reste de longues minutes, le regard aimanté, par une étrange carte nautique placardée dans le couloir. Malgré la pénombre, on distingue une ligne rouge qui tangue, la limite des eaux territoriales. Tracé fort différent de celui que je connais. Vite, je me presse vers ma cabine, reviens avec mon appareil photo. Fais de la lumière, balaye du regard le couloir, le bar, le salon. Pas âme qui vive. Ni vu ni connu, je photographie la carte nautique. À joindre à mon mémorandum dès mon retour à l'ambassade. Mon appareil glissé dans mon sac à dos, je monte sur le pont du ferry où s'affaire,
en ciré jaune, l'équipage. À l'approche du port, les lumières des phares mitraillent de faisceaux phosphorescents les plaques de glace qui cèdent en geignant doucement sous la coque et se soulèvent, tranchées vives, saignantes non plus d'un bleu de veine, mais d'un verre d'absinthe. Quelques minutes plus tard, je traverse le terminal assoupi. Feignant d'ignorer les taxis stationnant aux abords de la capitainerie et racolant à grand renfort d'appels de phare, je me dirige à pas de neige vers la ville, qui se dresse crénelée de mille feux sur sa colline. Venu tout droit du pôle, le vent fait déferler ses flocons sur les quais déserts, sur le museau d'un catamaran que l'hiver a capturé dans sa darse. La distance qui sépare le port du centre-ville s'avère plus longue que prévu. La tête enfoncée sous mon bonnet, la nuque fléchie, le menton enfoui dans l'écharpe pour faire front, je regarde les cristaux étoiler la nuit. La neige vierge et durcie crisse sous mes pas. Je franchis les rails du tramway puis la porte de la Hanse et m'engage dans une ruelle silencieuse, douillette et capitonnée sous ces neiges. Le vent faiblit, les cheminées fument, les enseignes des cafés bariolées, lumineuses, me sourient. La présence humaine est fantomatique, le froid vif, mais après plusieurs jours passés sur des îlots de neige et de silence, tout prend soudain comme un petit air d'Italie centrale. D'un pas décidé, j'entre dans le premier hôtel qu'éclaire une lanterne et demande un lit. On veut d'abord me refuser. Il est trop tard, j'insiste. On me tend avec un soupir une clé lestée d'une croix en plomb. En allant me coucher, je ne cesse de penser à l'Italie. Dès mon réveil, j'apprends de la bouche de l'hôtelier que j'ai débarqué dans une vieille ville danoise, que ce sont les Danois, oui, les Danois, mister, qui l'ont fondée. C'est ici même que leur sœur est apparue, lors d'un combat contre les tribus locales, le Dannebrog, qui flotte là-haut, look, mister, sur la plus haute tour des remparts. Le Dannebrog, la croix blanche sur pavillon de viande tartare. Et dire que j'ai pensé hier soir à l'Italie. Mais le Danemark, l'Italie, peu importe, n'est-ce pas la vieille Europe, l'Europe de Shakespeare, que je retrouve ici davantage que sur les îles hier, qui avaient un air de Sibérie, d'Alaska, de Groenland. Est-ce parce que j'ai débarqué dans cette ville en venant de la mer, comme ailleurs, à Gênes, à Livourne, à Venise, à Portoferraio? Est-ce parce que j'ai marché à pied depuis le port qui se trouve assez loin du centre? Oui, pour saisir quelque chose de cette vieille cité, pour saisir un brin du génie du lieu, il fallait refaire les pas des marchands varègues. Il fallait traverser le port la nuit dans le blizzard pour éprouver devant les tourelles de la porte médiévale un sentiment dont je croyais que seules de très vieilles pierres, de quelques cités reculées de Toscane, d'Ombrie, des Marches, détenaient la clé. Peu importe en fin de compte la nature, l'architecture, les paysages. L'Europe se reconnaît et se mesure à sa cadence. Et cette cadence, c'est la marche à pied qui a permis à toutes ces armées de l'envahir, à tous ces réfugiés de la fuir. On ne dira jamais assez qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'aborder un lieu donné que la marche. L'image de T, dans mon souvenir, s'auréolerait longtemps de mon approche à pas de neige, tandis que l'image de R, c'est pour ainsi dire brouillé derrière les vitres du monospace, qui me ramenait à toute vitesse du port de V. Pire encore est le souvenir que nous laissent les villes que nous découvrons en atterrissant sur un tarmac. La première impression traîne sur les heures qui suivent, sa marque indélébile, et, parachutés que nous sommes de lieu en lieu, la ville, tremblotant sous nos petits sauts répétés, nous apparaît comme un mauvais collage. Donc là, je vais vous lire un extrait qui s'appelle, le passage s'appelle « Au large de la Zintari ». Donc peut-être je vais raconter un peu l'histoire. Donc le Vidouble, le narrateur, a découvert une carte dans une boutique d'antiquité. Une vieille carte, parce qu'en fait donc, il doit compiler des cartes pour cartographier ça le plus précisément possible, au pixel près, lui dit l'ambassadeur, la frontière de ce pays qui s'appelle la Grande Baronnie. Sauf qu'en fait, cette carte, donc il se rend compte, il a un peu des doutes sur cette carte,
Et surtout, c'est le enfin, il va montrer la carte à un vice-consul qui va lui expliquer que cette carte est un pur canular et qu'en fait, je vais peut-être commencer d'ailleurs l'extrait avant, que la plupart des cartes de la Grande Baronnie ont brûlé. Donc parce qu'il y a eu un incendie du conservatoire de la cartographie. Donc je vais commencer un petit peu avant. Des cartes anciennes à l'échelle la plus précise possible, mon pauvre ami. Et vous n'êtes pas au courant? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, vous êtes nouveau. Et tout en rallumant sa pipe, il m'apprend que sous l'Ancien Régime, on avait scrupuleusement consigné et entreposé toutes les cartes du pays au Conservatoire de la cartographie, lequel était placé sous la tutelle du Comité de sécurité nationale. Celui-ci n'autorisait la diffusion ni la reproduction d'aucune carte. Le recel de cartes géographiques était un des plus graves délits qui pouvaient être punis par 10 ans de réclusion. Au bagne, vous imaginez, me dit-il, au bagne pour des cartes. Or, voici ce qui s'est passé. En janvier 91, le conservatoire, pris d'assaut par les insurgés, est ravagé par un incendie. En l'espace de quelques heures, toutes les cartes du pays sont parties en fumée. Bref, rien n'est plus vain que mes recherches. Rien ne permet de retracer les fluctuations de frontières par le passé, comme si ce pays émergeait de nulle part, comme s'il n'avait jamais existé avant 91, comme si 91 était son année zéro. Mon mémorandum et mon atlas n'ont plus de raison d'être. Je peux considérer ma petite mission terminée. Réval se moque-t-il de moi ou me dit-il la vérité? Et si l'on m'avait affecté dans un pays imaginaire? Et si je n'avais pas quitté la France? Et si tout ça n'était qu'un mauvais rêve? Sorti du consulat, je grimpe 4 à 4 les marches de la chancellerie, regagne mon bureau, m'avachis sur mon fauteuil roulant, hanté par l'idée que je risque de passer les mois à venir à tailler des crayons. Tarraconta, la Grande Baronnie, un pays imaginaire, un archipel imaginaire. Tout en ressassant les dernières paroles de Réval, je me lève, formule mentalement le télégramme bien senti que je compte envoyer au ministère afin de lui signifier l'impossibilité de ma mission, et c'est à ce moment-là, grâce à un éphémère rayon de soleil, que 2 chevrons d'argent étincellent là-haut sur une étagère et suspendent mon regard. Atlas de l'Europe. Mon vieil atlas scolaire. Je l'avais fait venir de France dans une malle bourrée de livres et l'avais ramené au bureau où il trônait tel un gris-gris au sommet de la bibliothèque, présence tutélaire qui avait sa part de sentimental et sa part d'efficace. L'ambassade regorgeait de cartes routières et de petits atlas régionaux, mais était curieusement dépourvue du moindre atlas mondial ou même européen, du moindre planisphère, du moindre globe, comme s'il lui fallait défendre son petit bataillon de diplomates et d'employés locaux contre l'attraction fatale de cieux plus cléments. Qu'est-ce qui m'a poussé à me hisser sur la pointe des pieds, à m'agripper à sa tranche effilochée pour le rouvrir après tant d'années, ce vieil atlas scolaire? La curiosité de savoir si ma foutue frontière y serait représentée, l'espoir idiot qu'il me viendrait en aide dans mes recherches, le mois de janvier, les températures abyssales, le gel, les bourrasques continuelles, le brouillard givrant, une envie d'ailleurs. Non, ce doit être autre chose. Je pose l'épais volume sur mon bureau, et comme dans les vieux contes d'hiver, c'est de lui-même qu'il s'éploie, nuages de poussière, murmures de grimoire, aux pages 88-89. Planche de la Scandinavie et de la mer Baltique. Là, surprise, en plein milieu de la mer, quelques taches bizarres disposées en zigzag. Les premières bien estompées au large de la Suède, les secondes, situées plus loin vers le nord-est, traversées par le 58e parallèle, plus vives surtout, sautant aux yeux. Au feutre bleu, le contour maladroit de ces îles vagabondes. Au crayon vert, les plaines. En bistre, les plateaux. Une pointe de brun signifie les montagnes avec, en noir, 2 indications. 1242, 1941. Enfin,
tracées dans la mer à l'encre rouge des lignes pointillées, les principales liaisons maritimes qui amarrent cet archipel de papier à l'Europe, au monde, et de la même encre rouge une ligne continue, la frontière qui le retranche de cette Europe, de ce monde. Non, Samuel, tu n'es pas au royaume de nulle part, tu n'es pas dans la grande baronnie de Lothar, ni sur une terracotta d'antiquaire, tu n'es pas seulement à la frontière de l'Europe, tu es à la frontière de tes rêves, au large d'une enfance archipélagique, à quelques encablures de la Zintari. Fais un effort, Samuel, essaye de te souvenir. Remémore-toi ce pays que tu avais inventé, oui, le jour de la chute du mur. Je prends sur mon bureau un stylo, ouvre un tiroir, en sort un cahier bleu, griffonne cette phrase, de 9 à 15 ans j'ai comme été zintarien, la première phrase de mon petit roman autobiographique. Mais la suite ne veut pas venir, et ring, on sonne à la porte. C'est Fignol, le chiffreur. Dites-moi, il se fait tard, et avant de m'en aller, j'aimerais savoir si vous n'avez pas un dernier télégramme à me confier. En sortant de l'ambassade, je croise sur un mur de la ville ce dessin au pochoir d'un crâne humain zébré de barbelés. Je le prends en photo, je l'épinglerai demain sur le tableau de liège de mon bureau. Ce sera ma vanité, vanité propre à toute mission qui s'arroge indûment un pouvoir de démiurge, puisque le démiurge, l'inventeur de monde, est celui d'abord et avant tout qui départage les pays, trace, délimite. Le dessin illustrait un graffiti. Le graffiti disait « Les frontières ne sont pas dans la nature, mais dans les têtes ». Donc ça, j'avais une première question qui est vraiment de curiosité, c'est donc, sachant que tu as une formation de géographe, donc, comment est venu le cheminement d'aller choisir donc, pour tester cette notion de frontière et d'identité donc un pays balte, et puis un pays fictif, donc le Grande Baronnie, qui n'est pas justement un pays, bon, même s'il ressemble, si c'est un condensé de plusieurs pays, comment tout ça s'est construit? Alors, pour la Grande Baronnie, c'est un remix de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, avec, il est vrai, une grande part de Lettonie, on va dire. Et en fait, c'était un peu une métaphore d'un futur possible, on va dire, de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je pense pas, parce qu'on s'amuse souvent à chercher quel est le pays qui est derrière tout ça, mais je pense que, moi je voulais parler de l'Union européenne en règle générale, je voulais parler de la frontière de l'Union européenne, parce que je me considère comme un écrivain européen de langue française, et que je veux parler de cette frontière qui pose aujourd'hui problème, qui a été cette idée de ce rideau de fer qui est revenu sous une forme, alors moi je l'appelle la ligne des glaces, c'est une métaphore qui est un peu qui est empruntée en fait à l'astronomie. La ligne des glaces en astronomie, c'est la limite entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Et donc en fait, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, le livre va s'appeler La ligne des glaces. La Grande Baronnie, ça j'avais trouvé depuis longtemps, mais alors la Grande Baronnie, ça c'est une longue histoire. J'ai des barons qui arrivent. Dans mon premier roman, il y avait un baron, dans Alta Yalta. Là, il y a la Grande Baronnie. Et alors je ne sais pas très bien d'où ça vient, je crois que j'ai trouvé une explication à travers Romain Gary, mais en fait quand je l'avais inventé, parce qu'il y a un baron qui revient tout le temps dans les livres de Romain Gary, mais quand j'avais écrit le premier roman, en fait, à l'époque, je n'avais pas lu les livres de Romain Gary dans lesquels il y a le baron. J'avais lu que La vie devant soi et La promesse de l'aube. Et en fait, après, j'ai lu notamment Europa, où le baron est très présent, La danse de Gengis Khan, et j'ai lu ce passage dans La nuit sera calme, où Romain Gary dit, parce que la nuit sera calme, c'est des entretiens fictifs en fait que Romain Gary mène, soi-disant, avec un ami qui s'appelle François Bondy, mais en fait c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'en fait il fait les questions, il fait les réponses, et François Bondy a dit il n'y a pas de problème, tu peux mettre mon nom. Mais en fait, il lui demande qui est ce baron, et Romain Gary
Donc, bon, il veut pas trop dévoiler, mais on sait que c'est une image un peu de lui-même, c'est une espèce d'autoportrait satirique. Et il dit: je serais content qu'à l'avenir, des écrivains le reprennent et le continuent. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit: c'est bizarre. Mais en fait, j'avais pas lu j'avais fait ça, j'avais repris et continué sans savoir, sans faire exprès. Donc, on connaissait de Pierre Bayard le plagiat par anticipation. Là, on a l'hommage par anticipation. Voilà, l'hommage par anticipation. Plus sophistiqué. Dans ce contexte-là, il y a la figure centrale, le protagoniste. C'est un personnage, je trouve à la fois particulièrement intéressant, mais surtout très emblématique en fait d'une certaine mondialisation, puisque c'est ce personnage de l'expatrié professionnel, donc qui n'est pas le touriste. Qui n'est pas non plus la personne du pays qui va rester là 15 ans, mais quelqu'un qui va passer 1 an, 18 mois, 2 ans. Donc trop pour que ce soit une simple visite, pas assez pour devenir un natif. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir choisi ça. On connaît ces effets de dépaysement alors les figures d'expatriés, dans la littérature on en a beaucoup, mais c'est souvent d'Afrique dont on parlait dans ces cas-là, avec un aspect post-colonialisation, etc., la coopération, ce genre de choses. Bon, il y a l'image de Lost in Translation, il y a le décalage, mais là on a quelque chose de très différent qui se produit, et on savoir comment il sert de cheville ouvrière en fait par rapport aux propos de cet expatrié. Quand tu parles de l'Afrique, moi je pensais à, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments, j'ai pensé à Bardamu, je me disais finalement il ressemble un peu à Bardamu à bien des égards, même si finalement il ne voit qu'un seul pays, il ne voit pas le monde entier comme Bardamu. Mais oui, je voulais ça, quelqu'un qui va avoir ce regard un peu extérieur, qui est perdu, qui en même temps il parle parce que finalement tout ça c'est son monde, puisque c'est l'Union européenne, donc finalement il est que dans un coin perdu de l'Union européenne, mais ça reste l'Union européenne, donc il n'est pas dans une situation totalement d'étrangereté par rapport au monde dans lequel il se trouve. Il est dans une espèce d'entre-deux. Donc, comme tu le signales plusieurs fois, il ne parle pas la langue. Donc il se retrouve quand même à devoir communiquer en anglais, plus ou moins broken. En globish. Ouais. Il parle en globish. C'est vrai que j'ai pensé à cette idée que les frontières, à un moment, je crois, je le dis par la bouche de Lothar, mais qui est aussi un autre... parce qu'en fait, Lothar sert aussi ce propos, parce que Lothar aussi n'est pas... En fait, finalement, il y en a très peu. Et même les autres, parce que le personnage féminin qui est Neva, en fait, a grandi au Québec. Donc, elle se retrouve comme ça dans ce pays qui est... le pays devient sa famille, mais en fait, elle a... Donc, la plupart des personnages sont... on est tous un peu comme ça, maintenant, on fait pas nous. Il y avait il y a la même chose chez Lothar, qui est ce personnage suisse qui déteste la Suisse, qui essaie de fuir tout le temps la Suisse, mais qui est tout le temps partout retrouvé par sa Suisse. Donc je voulais... Alors là, sachant que Vidouble, il est un peu entre Aldo et Bardamu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Aldo aussi, je crois, surtout dans les passages, je crois que j'ai lu. Et puis, pendant un bon moment, il y croit à sa mission. Il croit. Il la prend très au sérieux. Il la prend très au sérieux. C'est son métier. Il est là pour ça. Mais tout d'un coup, il se rend compte que c'est sans... que ça ne l'intéresse pas, finalement. Que c'est pas ça qui l'intéresse. J'espère que ça ne correspond pas à une épiphanie par rapport à la géographie, pour toi. Par rapport à ce que j'ai vécu, moi, avec la géographie. Ça, c'est sûr que j'ai mis de moi-même. Et que mais en même temps, je trouve que le personnage du géographe, moi j'ai beaucoup de mal à... on le retrouve dans plein de livres, il y a plein de livres où on trouve des géographes, ou même des géomètres. Je pensais à Pasilina où il y a un géomètre. Je crois que le personnage du géographe dans la littérature, c'est quelque chose d'assez... de l'arpenteur chez Kafka, le géomètre chez Pasilina. Donc moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je retrouve dans d'autres livres.
Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup pensé, quand j'ai écrit le livre, au château de Kafka, avec ce personnage d'arpenteur qui fait pas non plus, il le fait pas. Alors en plus le livre est inachevé, donc il est sûr de pas le faire. Mais il fait pas ce qu'il est censé faire. Donc il échoue. Je voulais un personnage qui échoue. Je sais pas s'il échoue mieux, mais en tout cas il échoue. Ce qui est très intéressant, c'est que tu le fais échouer en tant que géographe, donc sur sa mission principale, assignée, officielle. Et puis tu utilises, alors il y a tout un contenu géographique en termes de description, en termes de visite, donc que ce soit les îles, que ce soit ce qui je suppose est la bande de Klaipėda, à un moment, il y a tout un contenu très concret, magnifiquement décrit, très beau. Et y compris des paysages qui ne sont pas nécessairement très beaux dans l'absolu, si ça existe, deviennent sous la neige, sous certaines lumières, très émouvants. Et tu utilises ce géographe en fait pour faire un travail d'histoire. Et là, est-ce que paradoxalement, en histoire, il réussit beaucoup mieux qu'en géographie? C'est vrai qu'en histoire, il creuse un... Enfin, la première partie, elle est géographique. Toute la partie du gel, donc la première partie s'appelle gel, elle est géographique. Puis la deuxième partie qui s'appelle dégel, elle est... Bon, là, c'est l'histoire qui surgit. Bon, alors, c'était un peu schématique. Finalement, j'ai pris une troisième partie, parce qu'on reste aussi dans le très schématique, comme ça, il y a trois parties et tout le monde est content. Mais je voulais une troisième partie où on sort, enfin, on s'évade un peu. Je voulais une troisième partie où on s'évade un petit peu. Et en effet, quand il est dans... Alors, ce qui est un peu... je dois en parler quand même, parce que j'ai découvert là récemment. À la fin, il y a une... J'ai pas lu l'extrait, alors je sais pas si je le lis ou l'extrait sur Tsucourse. Mais je vais d'abord un peu raconter l'histoire. Il y a un personnage qui s'appelle Herbert Tsucourse, qui est un letton, qui était un héros qui était un héros en Lettonie des années 30, qui était un grand aviateur letton qui avait survolé donc l'Atlantique et qui avait planté le drapeau letton. Donc c'est l'époque de la première indépendance lettonne, sur Tobago et en Gambie, parce que Tobago et la Gambie étaient des anciennes colonies du duché de Courlande, le duché de Courlande étant une des parties qui ont constitué la Lettonie d'aujourd'hui, au XVIIIe siècle. Et en fait, ce Tsucourse, en letton ça veut dire sucre, est devenu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, un des principaux bourreaux. On l'a appelé le bourreau de Riga, qui officiait dans le ghetto de Riga, et qui, dans le ghetto de Riga, avait obtenu le triste privilège de monter avec une cape rouge sang sur un cheval blanc et de sabrer tout ce qu'il trouvait sur son passage. Et de monter aussi dans les dispensaires et de fracasser les nouveau-nés ou de les jeter par la fenêtre. J'ai appris, quand j'étais dans ces pays, moi j'avais appris qu'il y avait un film qui était en préparation sur lui, ce qui m'avait un peu surtout, c'était raconté par une survivante, donc c'était un peu dur d'apprendre ça, qui était donc une vieille dame qui avait survécu au ghetto de Riga, et à qui d'ailleurs le livre est dédié. Le livre est dédié à cette dame, et quand le livre est parti, elle est décédée la semaine où le livre est parti. Donc ce livre est arrivé là-haut, et elle ne l'a jamais eu entre les mains. Et en fait, on n'a plus parlé de cette histoire. Et là, il y a quelques jours, j'ai appris qu'il y avait une comédie musicale qui est sortie en Lettonie sur le personnage. Une comédie musicale qui est sortie, d'abord la première a eu lieu à Liepāja, qui est la ville natale de ce personnage, puis ça a commencé à voyager un peu dans le pays, à Ventspils et à Riga, et là quand même il y a eu quelques manifestations, donc ça a commencé à être un petit peu médiatisé. C'est une comédie, alors moi j'ai vu des extraits. C'était vraiment une comédie, c'est une comédie vraiment sur sa vie d'aviateur qui raconte. C'est vraiment une comédie à la gloire de son passé d'aviateur. Et tout ce qui suit est complètement tu dans la comédie.
Et c'est même pas vraiment. Ils appellent ça comédie musicale, mais c'est pas drôle du tout. En fait, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est à la soviétique, c'est élégiaque. On raconte que voilà, c'est l'ange du ciel. Enfin, c'est de cet ordre-là, c'est lyrique au possible. Et c'est vraiment une histoire terrifiante. Alors, je sais pas, peut-être je peux lire l'extrait. Un des cloaques historiques en fait, sur lequel tombe notre géographe dans cette deuxième partie, c'est quand même effectivement sur tout le passé d'engagement d'une partie non négligeable de la population et des élites lettonnes aux côtés des nazis en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment une spécialité de chasse donc aux juifs assez développée. Alors pour quand même 5 minutes, parce qu'il faut toujours 5 minutes pour les uns, 5 minutes pour les autres, c'est ce qu'on dit en démocratie. En Lettonie, au même moment, là, il vient d'avoir l'inauguration d'un mémorial au plus grand juge de Lettonie qui a sauvé 400 juifs, qui s'appelle Yanis Lipke, qui était un letton. Donc au même moment, en fait, on a ces deux événements qui montrent bien, enfin, je trouve que le fait qu'il y ait les deux, donc un très beau mémorial, apparemment bien fait, enfin j'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais d'après ce qu'on m'a dit, donc il faut voir quand même qu'on a les deux, donc on a la mémoire des bourreaux qui revient et la mémoire des héros. Mais moi, enfin je trouve qu'aujourd'hui quand même, la mémoire qui disparaît, c'est celle des victimes, parce que de toute manière, en plus les victimes meurent, donc actuellement il y en a de moins en moins qui sont vivantes. Donc je vais lire. C'était le jour de Pourim. Au moment du dessert, Madame Zeffer avait parlé d'un projet de film pour la télévision locale. Un projet de film sur un dénommé Tsoukours, oui, un type qu'un agent du Mossad, après l'avoir filé des années durant, devait assassiner au Brésil, où il s'était réfugié. Ce Tsoukours, ça veut dire sucre, avait précisé la vieille dame. Et comment oublier sa grimace à ce moment-là? Ce Tsoukours que son mari avait connu à l'université, ce Tsoukours, Andrei, et Andrei, le mari de Vera Zeffer, d'opiner du chef sur son sofa cramoisi. Oui, ce Tsoukours avait été pendant l'entre-deux-guerres un aviateur célèbre, une sorte de héros national, un Saint-Exupéry, un Lindbergh, qui s'était mis en tête, après avoir planté le drapeau national sur l'île James. Oh, c'est une île dans l'estuaire du fleuve Gambie. L'île James, un ancien comptoir d'esclaves. Puis sur l'île de Tobago. Vous connaissez Tobago? C'était une ancienne colonie du Grand-Duché de Courlande. Vous voyez, ce pays aussi a eu ses colonies, sa petite heure de gloire, qui n'a pas duré plus d'un demi-siècle, si ma mémoire est bonne. Et pour revenir à notre Tsoukours, figurez-vous qu'il s'était mis en tête de le planter sur le pôle Nord, son drapeau. À l'époque, vous savez, tous les aviateurs de tous les pays d'Europe cherchaient à l'atteindre, le pôle Nord. Toute l'Europe était obsédée par le pôle Nord. C'était l'époque où prospérait l'ordre de Thulé, la Thulé-Gesellschaft, du baron von Sebotendorf, cette société secrète que fréquentait le jeune Hitt. Cela dit, poursuivait Madame Zeffer, ce Tsoukours était connu pour d'autres exploits, qui nous ramènent au temps du ghetto. Il avait obtenu des Allemands un drôle de privilège. Une fois par semaine, affublé d'une longue cape rouge sang, il montait un grand cheval blanc et, sabre au clair, Je n'écoutais plus. J'avais les yeux perdus là-bas, de l'autre côté de la croisée, dans la neige virevoltante de Mars, qu'un bref rayon de soleil faisait étinceler. Je ruminais le relent d'ail des boulettes de viande qui revenaient sous le goût de cannelle et de raisins secs, tout accaparé par l'idée qu'il ne fallait pas me curer les dents, entendant seulement tout le monde crier « Tsoukours arrive, Tsoukours arrive, Tsoukours arrive, Tsoukours arrive !» Et on racontait même, je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas vu faire, on survivait à demi-terré dans des taudis. On racontait même qu'il montait dans les dispensaires. Tsoukours, c'est que les nouveaux... Là, sur ce mot, elle hésite, se reprend, balbutie, sa voix se brise. Je ne vois plus tomber la neige, ce mensonge. Je ne vois plus que le visage de la vieille dame et me perds alors dans le brouillard de ses grands yeux gris, suivant des miens les fibrilles rougies qui se ramifient en tous sens. Oui, je les revois très nettement, les grands yeux gris de Vera Zeffer, les grands yeux gris de ma grand-mère.
remarque que je voulais faire, moi, qui m'a frappé en lisant La ligne des glaces, c'est qu'il y a à la fois les traces directes et indirectes de la Shoah, et puis ce narrateur qui cherche dans la géographie les traces de l'histoire passée, et qui lutte contre l'effacement, et ça m'a vraiment fait... Pour moi, il y a une filiation forte à Sebald. Je ne sais pas si... Ah oui, Sebald a beaucoup joué, beaucoup compté. Bon, moi, je l'ai découvert au moment où j'écrivais le livre. Et j'ai écrit un petit texte sur Sebald qui est paru dans une revue sur internet qui s'appelle Sens Public, et le texte s'appelle comment j'ai intitulé ça, de l'arbre au cristal, voilà, en passant par le labyrinthe, c'est en fait sur les motifs géométriques, géographiques dans l'œuvre de Sebald, que je trouve vraiment un fil rouge un peu et de son œuvre. Et ça paraît, enfin, je vais le reprendre dans un recueil d'essais que je vais publier l'an prochain, en 2015, l'automne normalement, dans un essai qui s'appellera Dans les ruines de la carte, sur la cartographie, la littérature et la peinture. Okay. On passe à Escolor. Ouais. Escolor, on franchit cette fois allègrement donc, cette ligne réelle ou imaginaire de la glaciation saisonnière, même si elle vient des aspects extraplanétaires. On s'attache au pas en fait, d'un esthète presque surnaturel, dans notre monde un peu incertain, puisque c'est le peintre danois, donc Per Kirkeby, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui devient le complice tacite et imagé, puisqu'il y a 10 magnifiques reproductions de toiles de Per Kirkeby à l'intérieur du... Toiles et œuvres sur papier, aquarelles. Donc il y a une complicité donc, entre le peintre et l'écrivain qui s'établit dans un déchiffrage qu'on pourrait appeler géopoétique, d'une autre contemporanéité en fait, qui se réfugie dans la glace, donc cette fois très nordique, de banquise, mais quand elle est au bord de la débâcle, ce qui est le cas donc, globalement aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est que cette rencontre est née de l'échec d'un voyage, d'un avion manqué à Londres, qui se transforme en visite d'exposition avec la découverte et le choc ressenti donc, en découvrant Per Kirkeby. Donc ça, il y a un peu là comme un prélude à un autre éloge des voyages insensés que celui de Vassili Golovanov, les motivations sont très différentes, mais qui repose aussi sur un avion manqué, sur un voyage qui devait se faire, qui ne se fait pas. En plus, c'était pour les Solovki, c'est très éloigné. Mais dans un esprit qui finit par converger, puisqu'il y a un contenu scandinave, tellurique, dans la peinture de Per Kirkeby qui est extrêmement puissant. Et il y a pourtant une quête d'Emmanuel Rubin qui utilise une énergie presque magique en fait, qui sourd tout au long du livre, et qui fait aussi penser à ce que fait une auteure qu'on aime bien, qui connaît bien la Scandinavie, même si elle n'est pas scandinave, qui est Luvan, et c'est les nouvelles du recueil Cru. Donc c'est d'une densité en fait très très intense, mais c'est un parcours qui commence quand même au départ par questionner assez fort certains clichés de la peinture, de la couleur, du Grand Nord lui-même, c'est-à-dire de remettre en cause des idées un peu naturelles ou immédiates qu'on pourrait avoir pour aller creuser au-delà de ça. Donc notamment de rappeler moi je l'apprenais, je trouve ça assez saisissant, le paradoxe de Van Gogh en fait, qui réalise trop tard que la lumière qu'il cherchait toujours plus au sud se trouvait sans doute vraisemblablement au nord, et qui s'en rend compte peu avant de mourir. Et donc le levier en fait que représente Kirkeby, qui détruit tout au long de ses toiles en fait des illusions, sert en fait de moyen à la fois de quête et un peu de conquête. Pour moi, il construit sur les avancées des prédécesseurs en peinture, et il apporte une vérité qui n'est pas une vérité révélée qui sort comme ça, mais au contraire qu'il faut dégager quasiment justement au piolet et au crampon à glace, peu à peu de la gangue qui les enserre. Il y a aussi un magnifique détour donc, par Strindberg qui irrigue tout ça, et l'influence de Strindberg sur les artistes scandinaves, sur les écrivains, les plasticiens, mais aussi les cinéastes.
Et alors, ça permet d'exprimer une sorte d'intuition, en fait, une intuition de la banquise ou du Grand Nord, mais qui la dépasse, qui est de dire que ici, il n'y a pas vraiment de frontière entre le rêve et le réel, il n'y a pas de frontière infranchissable entre le vivant et le non-vivant. Donc, alors, la lecture revenait en même temps que je lisais Terminus Radio de Volodine, donc évidemment, il y a comme tout à coup une convergence, et qui permet d'accepter l'importance du hasard et une notion qui en devient, sans qu'il n'y ait jamais rien de fantastique stricto sensu, mais qui prend en fait une allure et une atmosphère vraiment fantastique. Un végétal qui n'est pas du tout du Grand Nord, mais qui est vu par le regard qui a affronté en quelque sorte la glace, devient complètement différent. Enfin, ce végétal, un arbre se part de tout un imaginaire nouveau. En fait, à ce moment-là, on ne voit plus du tout les choses pareilles. Et donc Dieppe devient une composante quasiment de l'Arctique par cette espèce d'opération de transmutation. Donc c'est assez magnifique. Et donc je trouve qu'il y a une volonté tout le long d'éviter tout ce qui est nostalgique, tout ce qui est justement romantisme, la tentation du romantisme en fait sur l'Arctique, la glace, les expéditions, tout ça. Et au contraire, ça traque tout le long une lucidité assez terrible en fait. Alors, en utilisant la peinture, on en parlera sur comment elle apporte ça en fait, et qui permet d'identifier vraiment toute une disparition annoncée qui est déjà là, qui est déjà écrite, qui est déjà peinte, qui est déjà inscrite en tout cas dans les choses, et qui va bien au-delà de quelques kilomètres cubes d'eau gelée, quoi. C'est pas de cette disparition-là qu'on parle, c'est de bien d'autres choses en réalité. Et donc c'est à la fois très très intense, très dur, très poétique, parce que c'est pas fait sous forme d'une dissertation, enfin d'un essai, c'est fait sous forme justement de touches, où la littérature devient peinture d'une certaine façon, mais d'une façon que moi je saurais pas décrire, mais je trouve que c'est d'une manière qui est assez rare en tout cas. Et voilà, donc c'est... Alors, moi j'avais adoré La ligne des glaces à la lecture, et en fait, découvrant quelques mois après Ice Color, j'en croyais pas mes yeux, je me dis mais c'est possible, parce qu'il va s'arrêter de faire des choses encore plus belles comme ça, donc c'est vraiment magnifique. Oui, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. Mais il y a d'un côté l'évocation du réel, voilà, la mondialisation, l'empreinte humaine qui abîme la planète et qui font disparaître la glace des pôles. Et face à ça, cette rêverie poétique vers une œuvre d'un peintre qui est vraiment visionnaire, qui nous entraîne sous les icebergs dans ce continent blanc. Et puis il y a aussi une explosion de couleurs avec l'évocation des vers au printemps, de la nature omniprésente dans les tableaux, et puis la capacité de voir sous l'œuvre vraiment cette dimension visionnaire du peintre qui est magnifiquement retranscrite dans Ice Color. C'est vrai, pour ceux qui le connaissent, ou dès que vous le feuilleterez et verrez donc les œuvres, il ne faut pas s'attendre à un promeneur à la Caspar David Friedrich, avec la tête dans la main en train de regarder un navire pris dans la glace toute blanche, avec quelques reflets bleutés. Ça s'appelle Ice Color, c'est pas par hasard, quoi. Pierre Kirkeby, il peint pas du blanc et du bleu. Il fait vraiment tout autre chose, quoi. Et pourtant, c'est la banquise, quoi. C'est la glace, c'est très saisissant, quoi. Cette espèce de paradoxe qui est fait. Oui, parce que pour dire juste un mot, c'est vrai que c'est un voyage qui c'est un livre qui naît d'un voyage raté. Et donc, c'est plutôt un livre de retour. Et j'avais prévu un voyage vers les îles Sovoki qui s'est effondré totalement. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, les îles Sovoki, c'est tout au nord de la Russie, dans la mer Blanche, donc pas très loin en effet de l'île de Golovanov, de l'île Kolguev. Et en fait, c'est quand ce voyage s'est effondré, je me suis retrouvé à Londres, et c'est là que j'ai découvert Kirkeby. J'ai découvert une exposition Kirkeby, et je me suis mis à écrire tout de suite parce que il y a un truc qui m'a parlé tout de suite. Cela, c'est assez difficile à expliquer. J'ai vu les aquarelles notamment qui m'ont vraiment frappé. Et donc je suis rentré en France, et là j'ai continué
à écrire le livre. À l'époque, j'écrivais aussi La Ligne des Glaces. Donc ça s'est fait un peu en même temps. C'est deux livres qui se sont écrits en même temps. Donc finalement, quand j'ai trouvé le titre La Ligne des Glaces, je me suis dit, l'autre était trouvé depuis longtemps, Escolor, parce que pour moi, ça a été tout de suite. Je me suis dit, c'est ça. Bon, Kirkeby, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable de faire de l'aquarelle à la glace, quoi. Parce que quand on voit ces aquarelles, par exemple celle-là qu'on a mis à la fin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de l'aquarelle à la glace. Il y a celle-là. Et c'est vrai que sinon, c'est aussi. C'est un peintre qui est géologue de formation. Alors, il y a une exposition Kirkeby en ce moment à la galerie Vidal-Saint-Phal, qui est rue du Trésor, dans le Marais, qui est une très belle exposition sur des œuvres récentes de Kirkeby. Et donc je vous recommande d'y aller. Et voilà, je vais peut-être lire je vais lire le début, donc avec un premier chapitre qui s'appelle Poussière d'or. Jour après jour, nous rongeons, paraît-il, nos propres glaces. On prédit que nous frôlons la catastrophe. On prédit que la banquise n'aura jamais été aussi réduite. On prédit que le passage du nord-ouest que les siècles ont semé d'épaves sera bientôt libre de glace, 11 mois sur 12. Il y a sans doute du vrai dans ces prédictions. Il suffit de consulter les cartes pour s'en aviser. Chaque année, c'est un peu plus de blanc qui recule à la surface de notre orange bleuâtre. Un blanc qui n'avouait pas comme autrefois notre ignorance et notre épouvante, mais qui garantissait encore qu'un zeste de candeur trônait au pôle de notre empire. Que la froidure, que la neige vierge, qu'une innocence glacée, délicieusement crevassée, tonsurait le verger de nos désirs. Mais la planète pèle, se décalote à vue d'avion. Elle se décalote de ses glaces et bientôt les icebergs, larguant les amarres de la mer Groenland, vogueront via le Gulf Stream, direction l'Islande, les Féroé, les Shetland, les Orcades, les Cornouailles, le Finistère ou le Cotentin, et viendront petits glaçons fondus lécher les orteils d'argile de notre vieille Europe. Qui n'a pas entendu, lu, vu prédire la chose est sourd, aveugle, analphabète ou mort, tant on nous rebat depuis bien 50 ans les oreilles de ce catastrophisme, de ce réchauffement ou qui sait de ce dérèglement climatique, de cet effet de serre. Seulement, nul ne sait ou ne veut nous dire, car la science n'a pas réponse à tout, quel sera le visage de la catastrophe. Nul ne veut nous dire si les jours à venir seront plus chauds ou plus froids, si ce sera davantage de neige de retombée pour les pôles, ou l'océan qui frémira telle une grosse marmite de fonte et entrera en ébullition tout au long de l'équateur, ainsi que le rêvaient nos ancêtres dans leur imago mundi médiéval. Nouveau petit âge glaciaire ou grand âge torride, ce qui compte est que nous, Européens, occidentaux, seront moins tempérés, moins timorés. En attendant le grand déluge des Mayas patiente encore, les 7 anges n'ont pas encore embouché les 7 trompettes, le grand coursier blanc n'a pas encore déferlé parmi nous, la nouvelle Pangée n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, nous n'avons pas versé d'un hémisphère à l'autre en un tour de main. Et pour qui veut fuir nos bien tristes tempéraments, nos automnes perpétuels, nos petits printemps mornés, nos hivers ruisselants de pluie, nos étés trop tièdes, 4 routes sont possibles, 4 routes cardinales. 3 sont anciennes et balisées jusque dans leurs nombreux détours, jusqu'au fin fond de leur fossé. Amérique, Asie, Afrique, route de l'or, route de la soie, route du Nil. Comment ne pas être las de ces chemins éculés? Qui n'a pas vu combien se sont usés ces vieux mots fléchés? De la première route, on revient blasé, bougon, mâchonnant la chic ou le chewing-gum gaga de son ennui, on en revient misanthrope. De la deuxième, on revient athée, lascif, ou la barbe ringarde, un bout de réglisse pendouillant entre les dents. Pire, on en revient illuminé. Avouons-le, nous n'avons pas pris la troisième route. L'Abyssinie n'est pour nous qu'un nom, elle demeure insondée de nos semelles,
grosse encore de nos fantasmes. Reste la 4e route, à mi-chemin de laquelle nous avons retroussé nos rêves, froussards que nous sommes. Mais il est un homme pour lequel une année ici-bas ne vaut pas d'être vécue s'il ne prend peu importe le chemin, peu importe la saison, été, printemps, hiver, automne, cette 4e route qui l'aiguillonne incessamment sur ses rails désolés, c'est la route du Grand Nord. Que va-t-il faire là-bas, malheureux? Cet homme accomplirait-il par hasard la migration des reines? Non, celle des rêves lucifuis, qui a des ramures infinies, qui ne dénombre pas ses bêtes, qui n'est pas marqué au fer rouge, qui ne se matricule pas encore, qui sort sans cesse du troupeau et s'égare. Cet homme est-il de la confrérie bruyante des voyageurs plumitifs? Cet homme pense-t-il qu'il suffit d'aller s'empoussiérer la semelle pour se ravauder la cervelle? Non. La poussière et d'or qui le hante encore. Cet homme que nous voudrions suivre ici, cet homme s'en va chaque année depuis ses 20 ans vers le Grand Nord, carnet de croquis à la main, quêté de sa baguette divinatoire son Graal fantôme. Après quoi, il rentre au pays, dessine, grave, sculpte et peint pour de bon. Sur ce, il paraphe en bas, à droite, P. K. Père Kirkeby. Alors, ce n'est pas un livre sur le peintre. Parce que moi j'aime bien lire des livres sur les peintres, mais en l'occurrence je ne connais pas bien, j'ai pas lu de biographie, il n'y en a pas sur Père Kirkeby, et personnellement ça ne m'intéresse pas d'écrire des livres sur les peintres. En l'occurrence, par contre, c'est un livre sur ses peintures, et sur les peintures qui m'ont le plus qui m'ont le plus marqué, même si je ne suis pas toujours à leur arrivée. Donc j'ai fait un voyage à Berlin pour retrouver chez son galeriste pour avoir les reproductions. Mais je ne suis pas toujours à leur arrivée à trouver exactement celle que je voulais. Je me suis débrouillé, on va dire, mais la plupart, disons que sur les 10, la plupart étaient vraiment celles que je voulais mettre et celles autour desquelles. Donc le livre est en fait une sorte de série de digressions qui sont autour de ces peintures. Par contre, il y a un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit je vais quand même imaginer qui est ce peintre que je ne connais pas. Donc c'est ce passage que je vais vous lire. Imaginons-le en plein air, ou mettons en pleine débâcle. Le peintre, quand la frontière entre solide et fluide, entre vert et bleu se resserre, quand la terre se disloque pan par pan et devient évaporée là-haut du ciel ou dégringolant là-bas de la mer. Il est resté trop longtemps sur ce promontoire de glace flottante, les yeux quêtant dans le précipice des ombres et des lumières, des formes et des forces, des couleurs et des mouvements, des signes de vie, d'espoir. Il ne sait plus quelle heure est-il, où se trouve-t-il, qu'a-t-il devant ses yeux qui le démangent, qui vivent? Est-ce que ce sont des oies des neiges, des éders, des fulmars, des harfans, des pétrels, des sternes arctiques ou des guillemots qui passent là-bas, zèbres d'un alphabet fugace, le ciel brumeux? Qu'importe. Ce sont des oiseaux, rien que des oiseaux purs, les seuls signes de vie croisés dans ces parages. Il faut les croquer au vol, de quelques coups de fusain ou non, de pinceau, trempés là, vite, dans cette eau noire. Et hop, d'un dernier trait dilué, on décoche sur la page ce sillage furtif. Voler vers le pôle, oiseau d'aquarelle, fusée griffonnée, oiseau machine, avec vos ailes battantes d'alérion emblématique. Bientôt, comme la nuit ne tombe plus, comme la lune et l'étoile polaire ne daignent plus se montrer, ce sont, soufflés par la brise, quelques gouttes d'eau qui viennent rappeler au peintre engoncé dans son anorak malgré la fin juillet, que le reste du monde a changé de date, que le temps file à vive allure, tels ces oiseaux de mystère,
mais sans laisser derrière soi d'autre sillage que de subtiles variations de lumière. Non, pas de nuit. La planète, en tournant sur elle-même, ne se fait souffler qu'une brise glaciale, ne fait tomber qu'un voile de brume, suivi d'une pluie dure et pénétrante, une sorte de grésil qui surgit on ne sait d'où, si c'est le ciel adamantin ou la terre de cristal à la dérive alentour, qui vous fond dessus, vous gifle le visage, étoile le bleu du papier, lui fait subir un traitement de cheval à la fois souhaité, redouté. Le peintre se lève, regarde autour de lui, plisse les yeux, pas âme qui vive, pas d'ours blanc tapi dans son dos comme il le craignait, pas de caribou, pas de renard polaire à l'affût, à moins que là-bas, cette tache plus blanche que le blanc de l'iceberg. Non, non, rien qu'une illusion d'optique. Sous le grésil et la brise qui forcissent, il replie son barda, retourne à son zodiaque amarré là-bas, se rassure que ce voile qui lui trouble la vue n'est pas la cataracte, qu'il n'est pas devenu daltonien à force de fixer le soleil, car le gilet de sauvetage, orange, ne s'est pas fait vert ou bleu, et d'un coup sec, il actionne le moteur, grimpe seul mettre à bord, direction le village où l'attendent sa femme, ses enfants, ses amis groenlandais. Ils l'attendent, oui. Ils sont sur le ponton de bois bleu, et le Dannebrog, glissé très haut, flotte au vent, le Dannebrog resté rouge, heureusement, veille de sa croix blanche sur leurs silhouettes chétives, sur les maisons naines, bariolées, qui s'agrippent aux énormes rochers mauves. Oui, ce sont bien eux qui scrutent l'horizon de leurs jumelles, ce sont bien eux qui font de grands signes de la main. Le moteur du Zodiac éteint, on se presse à sa rencontre, on lui dit « Mais tu étais passé où? Tu as peint toute la journée, toute la nuit? Mais tu es fou, il est 4 heures du matin ?» Alors il ne sait que répondre, grimpe les marches du ponton en se tenant à la balustrade, traverse le petit tapis d'herbe en pente, se dirige vers une cabane lambrissée récemment, peinture jaune fraîche, que ses amis lui prêtent en guise d'atelier, grimpe à grand-peine les marches, geignant sous sa fatigue, et comprend que ses yeux ne se plissaient pas seulement à cause du soleil, de la glace, de toute cette blancheur étale et réverbérée, mais d'une insomnie radieuse et buissonnière. Il se laisse tomber, fourbu, sur le vieux sofa au velours élimé, mort dans le sandwich oublié au fond de son sac, et tel un pêcheur qui se féliciterait à part soi de ses prises, il puise dans le sac son carnet, le feuillette d'un geste là, le glisse sous son coussin. Une vingtaine de croquis à la mine de plomb, une dizaine d'aquarelles. Il s'est bien amusé cette nuit, une petite mise en jambe. Cet après-midi, il attend tout autre chose. L'atelier, le tuf poussiéreux de l'atelier, la toile revêche, le chevalet de sapin, les tubes métalliques, la peinture à l'huile, l'essence de térébenthine, les éponges, chiffons, pinceaux, brosses, peignes, paltères, rouleaux, couteaux, racloirs, grattoirs, balais, cutter, scalpel, truelle. Et puis il faudra tailler des roseaux, brûler ces racines de saule-nain là-bas pour confectionner de nouveaux fusains. Repartir le soir avec son barda, tel un Monet vers sa cathédrale, un Cézanne vers sa Sainte-Victoire, à s'agenouiller sous les icebergs, ces grandes églises de glace, ces très hauts vitraux mouvants. À guetter comme un enfant les narvals, les phoques, les morses, les geysers des baleines. À cette idée, il a un dernier sourire. Avec ce sourire gravé sur ses lèvres, il s'endort à l'heure où les autres petits déjeunent, là-bas, au bord de la mer, face au Canada, face à l'Amérique, sur les rochers érodés et ruisselants qui dessinent, bleu, rose, mauve, des dos de baleines. Enfin, deux petites questions en fait. Puis effectivement après on va boire, parce qu'on sait que c'est important. Au moment où tu as raté cet avion à Londres, alors que tu étais en route vers les îles Solovki, tu ne pouvais pas savoir qu'il y aurait une exposition Per Kirkeby à la tête moderne. Donc tu étais bien dans une quête du franchissement de la ligne des glaces, d'ores et déjà, donc au-delà du texte lui-même de la ligne des glaces. Donc voilà, comment s'organisait cette quête du Grand Nord en fait C'est un peu... Alors je sais pas ce qui m'a attiré. Bon, je devais retrouver des amis, ça c'est vrai.
à Kiem, qui est la ville tout au nord de la Russie, d'où on prend le bateau pour les îles soviétiques. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop ce qui m'a tiré là-bas. Et je me souviens que la veille du départ, j'ai eu une sorte de cauchemar. Un cauchemar assez lourd, qui était un peu sur voilà, qu'est-ce que je vais chercher dans le Nord. Et je me suis dit, c'est un peu voilà, qu'est-ce qui t'attend là-bas. En fait, j'ai pris je sais pas si c'est le cauchemar, l'effet du cauchemar, le fait de ne pas avoir dormi. Quand j'ai pris le métro pour l'aéroport, en fait, je suis arrivé beaucoup trop tard. L'avion était parti, c'était fini, c'était fichu. Donc, il fallait que je me console. Et à Londres, moi, dans Londres, la seule chose qui me plaisait, c'était les musées, c'était les galeries. Donc, je suis retourné faire ce que j'avais fait avant, quoi. Et donc, je me suis dit, voilà, on va aller découvrir Kirkby, quoi. Mais je ne savais pas qui était Kirkby, j'avais aucune idée. Sinon, moi j'avais une question qui était plus. Parce qu'on avait évoqué il y a quelques mois de ça avec Arnaud Bertina, quand il était venu ici, le travail assez spécifique pour un écrivain que représentait le fait d'écrire en action-réaction par rapport à. Dans son cas, c'était des photographes, puisque c'était Ludovic Michaud pour la borne SOS 77, et Anissa Michalon pour le numéro d'écrou 362-573. Je crois toujours un peu d'élan avant de le dire. Et notamment, Arnaud avait dit, alors c'est à partir de photographies qui sont des photographies entre guillemets réalistes, qu'il y a toujours ce risque pour l'écrivain de ne pas arriver à surmonter la simple paraphrase de la photographie, et que c'est un vrai travail d'arriver à faire quelque chose de différent. Alors là, je pense que le risque est moindre avec la peinture de Per Kirkeby, mais je suis curieux de savoir ce que ça représente de travailler à partir de documents qui sont non-verbaux, et d'essayer d'en extraire justement quelque chose qui ne soit pas simplement de les décrire, quoi. C'est une bonne question. Alors, d'autant plus que tu es peintre toi-même. Oui, je fais un petit peu d'aquarelle et de dessin. C'est pour, moi j'en suis. C'est pour ça qu'il y a des digressions, parce que finalement, j'ai essayé de. Alors, je sais pas comment dire. Souvent, en fait, quand je lis des livres sur la peinture, et là ça se passait d'ailleurs avec le catalogue de l'expo qui a lieu en ce moment, je trouve que les gens qui parlent de peinture, en règle générale, en parlent d'une façon extrêmement abstraite, extrêmement, je sais pas comment dire, philosophique, et à part, il y a quelques exceptions. Il y a des gens qui parlent bien de la peinture, il y a Didier Huberman, c'est vrai. Même si peut-être des fois il y a des extrapolations, mais qui sont toujours intéressantes. Il n'y en a pas beaucoup. Et j'écoutais, c'était sur France Culture, une critique d'art, dont j'ai oublié le nom, qui parlait justement de ça, et qui disait qu'elle a écrit un livre qui est je crois que c'est chez Gallimard, où elle raconte comment elle, comme critique d'art, un jour elle s'est dit, je vais aller faire les ateliers, je vais aller à la mairie, il y a des ateliers de la mairie de Paris, et je vais apprendre. Et peut-être qu'une fois que j'aurai appris comment on dessine, comment on peint, peut-être que je pourrai en parler. Et elle raconte comment elle a fait cette... et je pense que c'est une démarche très courageuse, et c'est très très rare que des critiques d'art fassent ce travail. Et alors, bon, moi il s'avère que voilà, je ne suis pas critique d'art, mais j'avais envie de parler de cette peinture. Je ne voulais pas en parler en critique d'art, mais j'avais à l'époque commencé j'avais commencé à prendre des cours avec la mairie de Paris. J'avais pris je prenais des cours de dessin. J'avais un prof de dessin formidable, un ancien sculpteur. Et là, c'est là que j'ai appris, en fait. Enfin, j'ai appris, je sais pas comment dire, j'ai appris ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le dessin, la peinture, en parlant avec les gens qui faisaient parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas, et pour qui on sent que c'est vital. D'ailleurs, le livre, il est dédié à ma tante, qui s'appelle Dolly. J'ai mis à ma tante Dolly qui partage la même folie, parce que ma tante Dolly, en fait, elle peint, depuis qu'elle est à la retraite, elle peint.
Les gens qui arrivent à faire ça, à se dire que voilà, quand ils vont être à la retraite, ils vont faire de la peinture, c'est quelque chose qui me touche vraiment, qui est un truc qui me... Je trouve ça très courageux. Et des fois, il y a vraiment des très belles choses. Alors bon, Kirkeby, lui, ça n'a rien à voir. Ça fait très longtemps, ça fait 50 ans qu'il est peintre. Mais bon, il est venu par la géologie. Donc c'est d'abord un géologue qui a une formation donc qui a fait d'abord et on le voit souvent dans dans la plupart de ses dessins, on le voit là, où là, j'aime beaucoup, celui-ci, là on voit les dessins de falaises. Donc on retrouve les dessins des modelés, de ces modelés particuliers de l'Arctique, et c'est par là qu'il a appris, c'est ça qui lui a appris en fait à dessiner, à peindre. Et je voulais aussi parler de... Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question, c'est parti un peu. Est-ce qu'il t'a lu ou pas? Ah, Kirkeby, en fait, il lit pas bien. Il paraît qu'il lit un petit peu le français. On m'a donné son adresse et je lui ai envoyé un livre, mais je sais pas. Voilà, j'attends, mais c'était il y a pas très longtemps, je l'ai envoyé. Donc sinon, vous avez 3 livres magnifiques, donc j'espère que c'était clair, à faire dédicacer donc, par Emmanuel si vous ne les avez pas déjà. Et signalons aussi que les deux dont on parlait ce soir, La ligne de glace et Ice Color, donc, sont un peu tous les deux, à la fois de faux livres de voyage et de vraies œuvres d'art, donc ils sont absolument parfaits pour les cadeaux, hein, pour offrir à vos parents, vos enfants, vos amis, et surtout n'hésitez pas. Voilà. Donc merci beaucoup Emmanuel merci à vous pour cet exercice. Merci.